Je m'appelle Jennifer et j'ai 32 ans. Le soir du dîner du 35e anniversaire de mariage de mes parents, je suis entrée dans la pièce avec un seul souhait, que, pendant quelques heures, nous puissions enfin nous sentir comme une vraie famille. Après 2 heures de route depuis Seattle, mon cœur était lourd non seulement à cause de la distance, mais aussi à cause des années passées à porter le poids de les maintenir debout seuls. 60 personnes remplissaient l'espace cousins, voisins, amis riant et discutant, inconscients de la tempête qui grandissait en moi. J'ai ajusté ma robe, forcé un sourire et me suis convaincue, peut-être qu'aujourd'hui sera différent. C'est alors que mon père s'est levé, son verre levé, sa voix résonnant de fierté. À notre fille, annonça-t-il, les yeux brillants d'admiration, celle qui a toujours été là, égayant nos vies, nous remplissant de fierté. Tout le monde se tourna vers moi, mais leur regard se fixa sur ma sœur, de l'autre côté de la pièce, avec son pantalon taché de peinture et son air désinvolte d'artiste. Elle est l'âme de cette famille, a-t-il poursuivi avec un large sourire. Puis, comme un coup, il s'est tourné vers moi, son expression changeant. Et elle, il montra directement ma poitrine, n'a jamais rien donné à cette famille. Le silence qui suivit fut assourdissant. 60 paires d'yeux me brûlaient comme des braises. Ma sœur bougea, gênée mais silencieuse. Ma mère, avec son silence complice, approuvait chaque mot plus que n'importe quelle insulte. La douleur me serra la poitrine. J'aurais pu crier, énumérer chaque dollar dépensé, chaque nuit blanche, chaque rêve reporté par eux. Mais au lieu de cela, j'ai souri, je me suis levée et je suis partie. Pensaient-ils que je ne valais rien? Ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils avaient tort. Dans la voiture, moteur éteint, le silence était aussi épais que le bruit de la fête qu'il avait laissé derrière lui. Mes doigts étaient blancs à force d'être si serrés sur le volant, j'ai revécu 6 années de sacrifices que j'avais enfouis au plus profond de ma mémoire. Je n'étais pas prêt à partir. Pas encore. J'avais besoin de comprendre comment j'en étais arrivé là, trahi par la même famille que je soutenais dans mon dos. Tout a commencé il y a 6 ans, lorsque ma mère a appelé, la voix tremblante. Il ne pouvait plus payer l'hypothèque après qu'elle ait pris sa retraite de la banque. 48 000 $, transférés directement sur leur compte, étalés sur des années, rien que pour conserver la maison qu'ils aimaient tant. Viennent ensuite les factures d'électricité, d'eau et d'internet, 35 000 $, car l'atelier de mon père couvrait à peine les dépenses. J'ai payé sans sourciller, travaillé tard comme ingénieur logiciel, annulé des vacances, avalé mes propres projets. Ils ne m'ont jamais demandé comment je faisais, ils l'ont simplement accepté. Et il y avait ma sœur, l'artiste, toujours à la recherche du prochain grand projet, peignant des peintures murales dans son studio loué au centre-ville. 10 000 $ sont sortis de ma poche pour votre loyer, votre matériel, vos annonces d'exposition. Elle m'a appelé enthousiasmée par un nouveau projet et j'ai transféré l'argent, pensant que c'était temporaire. Mais le temporaire est devenu l'éternité. Mes parents l'idolâtraient, ses croquis décoraient le salon, son talent parlait à chaque dîner. Ils n'ont jamais mentionné l'argent que j'ai envoyé, les heures supplémentaires, la vie que j'ai mise entre parenthèses. Je pensais que j'avais tout fait par amour. Mais cette nuit-là, alors que je regardais mon père lever le verre à ma sœur alors qu'il m'effaçait, la vérité m'a frappé comme un coup de poing, ils n'ont pas seulement volé mon argent, ils ont volé ma valeur. Elle, avec sa liberté et son intransigeance, était le joyau de la famille. L'ombre invisible, celle qui assurait leur réconfort sans même recevoir de remerciements. Le silence de ma mère faisait plus mal que les paroles de mon père. Elle connaissait chaque centime, chaque sacrifice, et pourtant elle a permis que je sois effacée. J'ai revécu chaque moment où j'étais silencieux, les appels au cours desquels mon père faisait l'éloge des peintures de ma sœur mais ne posait jamais de questions sur mon travail, les dîners où ma mère était ravie de sa créativité unique, tandis que mes promotions passaient inaperçues. 6 ans. 147 000 $. Des nuits interminables devant l'ordinateur portable, équilibrant leur vie pendant que la mienne s'effondrait. Je me suis dit que c'était mon devoir, que la famille passe avant tout. Mais le devoir ne devrait pas faire autant mal, comme un couteau planté dans la poitrine. Le pire, ce n'était pas l'argent. C'était le mensonge qu'ils vendaient au monde, elle, la sauveuse, la star, moi,
la fille type n'a jamais rien fait. Je suis resté silencieux, pensant que mes sacrifices parleraient pour moi. Mais ils ne parlèrent pas. Ils ne parleraient jamais. Pas pour eux. Le téléphone portable vibra sur le siège passager. Un message de ma sœur. Je ne l'ai pas ouvert. Je ne pouvais pas. Le poids de ces 6 années m'a écrasé. Chaque réel, une brique que je portais seule. J'ai tout donné pour les maintenir à flot. Mais cette nuit-là, j'ai réalisé, ils ne m'ont jamais vu. Pas vraiment. Et cela m'a fait plus mal que n'importe quel mot de mon père. Je regardais par le pare-brise, le monde brouillé par les larmes que je refusais de verser. Quelque chose en moi a changé. Ce n'était pas de la colère, pas encore, mais une détermination tranquille. Ce n'était pas ce qu'ils pensaient. Et je ne leur permettrai plus de définir qui j'étais. 2 heures plus tard, je suis rentré chez moi à Seattle, mes mains tremblant lorsque j'ai déverrouillé la porte. Daniel, mon petit ami, était sur le canapé, son café à la main, ses yeux se rencontrant les miens lorsque j'entrais. Il n'était pas nécessaire de demander. Mon visage disait tout. Je m'effondre à côté de lui et les mots jaillissent, comme j'avais espéré que cette nuit nous réunirait, comme j'avais attendu un minimum de reconnaissance pour être humilié devant tout le monde. Je n'ai pas répété les paroles de mon père, elles faisaient toujours trop mal, mais Daniel a compris. Ils ne vous voient pas, dit-il d'une voix ferme. Vous les avez portés pendant des années, et ils agissent comme si de rien n'était. Vous ne devez aucune loyauté à votre silence. Ces paroles ont résonné en moi. J'avais passé des années à cacher mes sacrifices, croyant qu'un jour ils le remarqueraient. Ils ne l'ont pas remarqué. Ni mes parents ni ma sœur. Daniel s'approcha, sa main sur la mienne. Dites-le au monde, a-t-il insisté. Faites-leur savoir ce que vous avez fait. Vous méritez d'être vu. J'ai hésité. Tout exposé était comme une trahison. Mais la douleur d'être invisible était insupportable. Je n'avalerai plus. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai ouvert Instagram. Ses doigts tremblaient pendant qu'elle tapait, libérant des années de frustration refoulée, 6 ans. 48 000 pour leur hypothèque. 35 000 pour les factures. 10 000 pour le studio de ma sœur. Et aujourd'hui, ils ont dit que je n'avais jamais rien donné à la famille. J'ai appuyé sur « Publier » avant que mon courage ne me quitte. L'écran s'est illuminé de ma vérité brute, exposée à 2000 adeptes. Les notifications ont commencé à apparaître instantanément. Un ami de fac, tu as payé tout ça? C'est absurde. Un collègue, vous êtes incroyable de supporter ça. Ma tante Diane, qui vivait dans un autre état, m'a envoyé un message privé, je n'en avais aucune idée, ma chère. Tu es plus fort qu'ils ne le comprendront jamais. Ces mots étaient un baume, la preuve que quelqu'un, quelque part, avait vu ma valeur. J'ai parcouru les commentaires, le cœur battant entre soulagement et adrénaline. Ma famille n'avait pas encore vu le message. Ils étaient probablement toujours au restaurant, essayant de mettre fin à la fête, inconscients de la vérité qui se répandait désormais sur Internet. J'ai mis le téléphone portable de côté et j'ai pris une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de reprendre le contrôle. Elle n'était plus la fille invisible. C'était Jennifer et ma valeur ne dépendait pas de leur approbation. J'ai posé mes mains sur la table de la cuisine, les doigts tremblants encore après avoir fermé l'écran de l'ordinateur portable. Daniel me serra fermement la main, les yeux fixés sur les miens. Tu as fait la bonne chose, dit-il, sa voix calme comme un refuge. J'ai hoché la tête, mais une boule de plomb s'est formée dans mon estomac. Je venais de révéler au monde tous les secrets de ma famille et je ne pouvais pas revenir en arrière. Le soleil du matin filtrait à travers la fenêtre, dessinant des rayures dorées sur la table, mais je les voyais à peine. Le café à côté de moi était froid, intact, comme les années que j'ai passées à avaler des silences. La décision d'hier soir n'était pas seulement un cri, c'était une fracture. Quelque chose en moi s'était brisé une fois pour toutes, libérant une détermination dont j'ignorais même l'existence. Il ne suffisait plus de cacher la vérité. Il était temps d'arrêter de porter leur poids sur mes épaules. J'ai ouvert le compte bancaire,
les chiffres clignotant sur l'écran comme la preuve d'une vie qui n'était pas la mienne. Chaque transfert, chaque paiement, une brique dans la prison qu'il m'avait construite. Mes doigts flottaient sur le clavier, lourds du poids de décennies de loyauté non partagée. J'ai commencé par la plus récente, la note du restaurant, $6 000 pour une nuit où j'ai été effacée comme si je n'avais jamais existé. J'ai cliqué sur la passerelle de paiement, localisé les frais en attente et les annulés. Paiement refusé, confirme à l'écran. Une expiration s'échappa de mes lèvres, comme si un fardeau invisible m'avait été enlevé. Puis l'hypothèque. $48 000 en 6 ans, prélevés sur mon compte pour sauver la maison où ma mère pleurait au téléphone, jurant que c'était la dernière fois. Les affaires de ton père ne marchent pas bien, avait-elle dit, et comme toujours, je l'avais cru. J'ai ouvert le transfert récurrent, celui qui les avait sauvés plus d'une fois de la saisie. Le curseur a clignoté sur « Annuler le paiement automatique ». Un clic. Prêt. Il n'y aurait plus de secours. Viennent ensuite les factures de carte de crédit. $35 000 de dettes accumulées épicerie, factures de services publics, dépenses qu'ils n'ont jamais pris la peine d'expliquer. J'ai retiré ma carte de leur compte, chaque clic est un petit acte de rébellion. Bon supprimé, annonça l'écran. Je me rassis sur ma chaise, mon cœur battant si fort qu'il avait l'impression qu'il voulait sortir de ma poitrine. Mais c'est le dernier qui fait le plus mal. L'atelier d'Amanda. $10 000 au fil des ans pour garder son rêve vivant alors qu'elle me faisait la promotion avec le sourire. Ce spectacle va être mon tournant, Jen. J'avais cru. J'ai payé. Je lui ai fait gagner du temps pendant qu'elle me traitait comme un coffre-fort avec des jambes. J'ai ouvert l'application de paiement, trouvé le virement récurrent pour la location du studio et les fermé. Transaction annulée. L'écran vacilla, cruel dans sa finalité. Je la regardais, la gorge serrée. Son art était sa vie, mais je ne pouvais plus me permettre ses caprices alors qu'elle me voyait comme un chèque en blanc. J'ai fermé le cahier d'un clic sec. Le silence dans mon appartement était assourdissant, comme si le monde avait retenu son souffle. Assez de les porter, me répétais-je, les mots s'enfonçant dans mes os. Une vague de soulagement m'envahit, comme si j'enlevais un gros manteau après un hiver éternel. Mais sous elle, une douleur sourde palpitait. C'était ma mère, mon père, ma sœur. J'avais passé des années à lier ma valeur à leur survie et maintenant je coupais ce cordon. C'était libérateur. C'était nécessaire. Et ça m'a fait plus mal que je ne l'imaginais. J'ai regardé mon téléphone portable, toujours silencieux. Aucun appel. Aucun message. Il n'avait pas vu la publication Instagram. Il n'avait toujours pas ressenti le tremblement de terre que je venais de déclencher. Mais il le ferait. Le restaurant appellerait au sujet de la facture impayée. La banque enverrait des notifications pour l'hypothèque en retard. Amanda recevrait un avis d'expulsion du studio. J'ai imaginé leur panique, leur confusion, et une partie de moi a frémi. Mais une autre partie, celle qui était restée trop longtemps invisible, est restée ferme. J'avais tout donné. Et ils n'ont rien dit. Désormais, ils connaîtraient le goût du vrai néant. Tu n'avais pas besoin de moi pour le prouver. Amanda baissa les yeux, ses doigts serrant le verre jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Le silence entre nous était épais, rempli de tout ce qui n'avait jamais été dit. Elle ouvrit la bouche, la referma, comme si les mots pesaient trop. Finalement, il murmura, « Tu me manques. » 3 mots. 3 syllabes qui auraient dû faire mal mais qui sonnaient vides. Parce que ce n'est pas elle qui me manquait. C'était l'argent. C'était la sécurité. C'était la Jennifer qui faisait des chèques et éteignait des incendies, qui souriait tandis que son propre monde brûlait en arrière-plan. « Je ne te manque pas, répondis-je, sans amertume, juste avec certitude. Ce que j'ai fait pour toi te manque. » Elle recula comme si je l'avais frappée. C'était peut-être la première fois que quelqu'un lui disait une vérité aussi crue. Ses yeux s'illuminèrent, mais je ne reculai pas. Pas cette fois. Je ne suis pas ton sauveur, Amanda. Je n'y suis jamais allée. Je me suis penchée en avant en baissant la voix. Vous avez 25 ans. Il est temps d'apprendre à nager sans bouée.
Elle déglutit difficilement, les larmes coulant sans permission. Je ne l'ai pas consolée. Ce n'était pas mon rôle. Et si je coule? Sa voix tremblait. J'ai souri, pas cruellement, mais avec une tristesse qui avait enfin de la place pour respirer. Ensuite, tu apprends à flotter. Je me suis levée en jetant une facture sur la table assez pour son café, pas pour ses dettes. Alors que je me dirigeais vers la sortie, j'ai senti son regard me brûler le dos. Je n'ai pas regardé en arrière. Dehors, l'air froid de Seattle m'a frappé le visage, effaçant les dernières traces de doute. Il n'y avait aucun blâme. Il n'y avait aucune crainte. Il n'y avait qu'une seule certitude, j'avais choisi de me sauver. Et pour une fois, ça suffisait. Tu as toujours été fort. Mais tu ne peux plus me porter. Amanda m'a regardé, ses yeux brillants d'un mélange d'incompréhension et d'abandon. Elle hocha lentement la tête, comme si le poids de ses mots la poussait vers le bas. Elle se releva, les épaules voûtées sous le poids d'une vérité qu'elle-même ne pouvait plus ignorer. Je les regardais s'éloigner, la lumière jaune du café se découpant sur la porte vitrée. Ce n'était pas un regret que je ressentais, c'était la douleur pure d'abandonner quelque chose auquel je pensais autrefois qu'il était de mon devoir de m'accrocher. Les mois ont passé, et le silence entre moi et ma famille est devenu une présence tangible, comme un vieux meuble auquel plus personne ne touche, mais qui prend de la place dans le salon. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone portable en prévision de leurs messages. J'ai arrêté de me demander si cette fois serait différente. Ma vie à Seattle continue, marquée par le rythme soutenu du travail et des nuits paisibles avec Daniel, un quotidien qui, pour la première fois, n'appartient qu'à moi. Mais les échos du passé me sont parvenus, chuchotés par des connaissances communes. Mes parents et ma sœur vivaient les conséquences d'une réalité que j'avais, pendant des années, amortie avec mon argent, mon temps, mon énergie. Et ce n'était pas joli à regarder. La maison de mon enfance, celle que j'avais maintenue à flot grâce à 48 000 $ au cours de 6 années de sacrifice, avait désormais une pancarte à vendre collée sur la pelouse mal entretenue. La peinture écaillée du porche, où j'avais passé des étés entiers pieds nus, contrastait avec l'enseigne froide du courtier. Il n'était pas en mesure de payer l'hypothèque sans mon aide, et les avertissements précédemment ignorés de la banque s'étaient transformés en action. Il vivait désormais dans un petit appartement à Retton, une banlieue terne au sud de Seattle. Ils ont échangé 3 chambres contre une seule pièce exiguë, où les vieux meubles ceux que je connaissais par cœur devaient être serrés les uns contre les autres comme les pièces d'un puzzle non résolu. Ma mère réorganisait ses affaires dans des espaces qui ne les contenaient pas. Mon père regardait par la fenêtre un parking au lieu du jardin qu'il avait lui-même planté. Amanda, à son tour, avait abandonné les coups de pinceau. La sœur à qui j'avais donné 10 000 $ pour créer un studio d'art portait désormais un tablier vert, faisait cuire du lait à la vapeur et prenait les commandes pour le salaire minimum. Une amie commune m'a dit que ces toiles, ces explosions de couleurs qui, selon elle, étaient sa vocation étaient empilées dans une unité de self-stockage, couverte de poussière. Elle avait essayé de se débrouiller en freelance et en petit boulot, mais le monde de l'art n'attend personne. Et quand vous arrêtez de vous battre, il continue son chemin sans vous. Je n'ai ressenti aucun triomphe en apprenant cela. Juste une tristesse tranquille, comme l'écho d'une chanson qui ne joue plus. Personne dans ma famille n'a essayé de me chercher après cette journée au café. Les messages se faisaient plus rares, les appels s'arrêtaient. J'avais tracé ma ligne dans le sable, et ils l'ont finalement respectée. Au lieu de gaspiller de l'énergie sur ce qui ne pouvait plus être changé, j'ai investi en moi-même. Au travail, j'ai pris la tête d'un projet ambitieux, guidant mon équipe à travers des soirées code et des présentations qui valaient plus que leurs applaudissements. Mon salaire, auparavant dilué dans les comptes des autres, finance désormais mes projets, économie pour ma propre maison, week-end avec Daniel, dîner sans l'ombre d'une dette impayée. Le samedi, nous avons enfilé nos bottes et parcouru les sentiers du Discovery Park, le son des lacs du Puget Sound suivant nos pas. Un de ces jours, assis sur un banc en bois face à l'eau, Daniel m'a tenu la main. « Vous construisez quelque chose de réel, » dit-il, les yeux fixés sur l'horizon. « Pas pour eux. Pour toi. » Ces mots sont tombés sur moi comme une encre, ferme et nécessaire. L'éloignement de ma famille n'a pas été facile, mais il a été essentiel.
Pendant des années, j'ai mesuré ma valeur à ce que je pouvais donner. Maintenant, j'ai appris à le mesurer par ce que j'ai choisi d'être. Je ne savais pas si mes parents ou Amanda comprendraient un jour. Mais ce n'était plus mon problème. Ils trouvaient leur chemin, tout comme j'avais trouvé le mien. Un an s'est écoulé depuis cette nuit qui a tout changé. Et j'étais là, au milieu d'un petit jardin à Seattle, entouré de lumières scintillantes et du doux murmure d'une nuit d'été. Daniel et moi nous sommes mariés non pas dans une salle de bal pompeuse, mais dans un espace intime, entouré d'une vingtaine de personnes qui ont choisi d'y être. L'air transportait le parfum de la lavande et de l'herbe fraîche, et ma robe blanche simple et fluide dansait dans la brise tandis que je la regardais. Son sourire constant, accueillant m'a rappelé pourquoi j'avais choisi cette vie, ce moment, cet homme. Mes parents et ma sœur n'étaient pas présents. Je ne les ai pas invités. Nous n'avons pas échangé un mot depuis des mois. Son absence n'était pas une punition, mais un choix le même qui m'avait permis de respirer. J'ai appris, grâce à des commentaires vagues, qu'ils avaient encore du mal à s'adapter. Ils vivaient avec moi et travaillaient plus. Mais je n'ai pas laissé ces pensées s'imposer. Ce jour-là, c'était le mien. La cérémonie fut brève, mais chaque mot avait du poids. Nous avons promis, sous une arche de fleurs sauvages, de construire une vie ensemble non par obligation, non par culpabilité, mais pour nous. Lorsque nos mains se sont jointes, j'ai senti le poids d'une promesse tenue, un avenir que j'avais réalisé. Alors que nous dansions sur une chanson acoustique, les lumières scintillant au-dessus de nous, une légèreté inconnue m'envahit. Ma carrière d'ingénieur logiciel m'avait apporté de la stabilité, une promotion récente, la sécurité. Les 147 000 $ que j'avais investis en 6 ans dans les besoins des autres nourrissaient désormais mes rêves, une maison, un voyage, peut-être un jour, une famille née de l'amour et non de la dette. J'ai pensé un instant à mes parents dans leur exigu appartement de Roton. À Amanda, derrière un comptoir, servant des cafés au lieu de peindre des tableaux. Leurs choix les ont conduits là. Le mien m'a amené ici. Je ne les détestais pas. Mais je ne leur devais rien non plus. J'ai appris que l'amour ne porte pas éternellement le poids de quelqu'un. Fixer des limites et se choisir peut être la chose la plus difficile et la plus libératrice qu'une personne fasse. Alors que la nuit commençait à se coucher, j'ai regardé nos amis, leurs visages illuminés par la lueur des bougies, et j'ai ressenti une gratitude si profonde que ça faisait presque mal. Le bonheur vient quand on se choisit, pensais-je. Et pour la première fois, j'y ai cru de tout mon être.